force est de constater, William T., que ce n'est plus le Nantes paisible d'il y a quelques années, qui était une ville plutôt agréable, bienveillante. Ça a complètement changé. Bah, Plus de carte postale. Nantes a changé. Je raconte souvent, moi j'ai deux personnes qui travaillent à Nantes actuellement. Il y a un étudiant et une personne de mon équipe, une femme qui travaille à Nantes. Ce qu'elle m'a expliqué par rapport à il y a 10 ans, on pouvait se balader à Nantes assez tranquillement. C'est qu'en fait, désormais, il y a certains accès et certains endroits du centre-ville auxquels vous ne pouvez pas passer si vous êtes une femme, sans risquer de vous faire agresser, sans risquer qu'on vous suive, et sans que vous risquiez des agressions qui sont beaucoup plus importantes. Et en fait, ce qui s'est passé dans les 10-20 dernières années, c'est qu'à Paris, à Nantes, à Lyon, à Marseille, c'est qu'avant, la délinquance était à Paris, plutôt en Seine-Saint-Denis, à Lyon, plutôt à Villeurbanne, à Marseille, plutôt dans les quartiers nord, et à Nantes, plutôt en périphérie de Nantes, et idem pour Rennes. Désormais, la délinquance a basculé des banlieues au centre-ville. Et ça, c'est la première évolution, c'est-à-dire qu'en fait, les maires, désormais socialistes et écologistes, doivent faire face à cette délinquance, et ils n'ont pas la doctrine pour faire face à ce type de délinquance, parce qu'ils ont un peu grand paradoxe, c'est qu'ils ont besoin d'une partie des voies qu'on appelle des voix des quartiers pour se faire réélire, et donc du coup, ils ne peuvent pas les stigmatiser. Deuxième point, il y a un point idéologique, c'est-à-dire que les maires socialistes et les maires écologistes ne veulent pas, en réponse sécuritaire, adopter des remèdes qui sont dits classiques. Renforcement des présences de forces de l'ordre, armer la police municipale, mettre en place des caméras de sécurité. On a vu un débat dernièrement, c'était Grégory Doucet qui utilisait l'argent du Conseil régional de Lyon, qui, au lieu d'utiliser des caméras de surveillance, avait mis en place des urinoirs mixtes. Donc il y a un problème idéologique sur comment traiter la délinquance et comment traiter la violence. Il y a un troisième point que je vois essentiel, c'est est-ce qu'ils sont capables de décrire le réel? Parce que quand ce qui se passe à Nantes et ce qui se passe au centre-ville de Nantes et ce qui se passe globalement à Nantes, c'est qu'en fait, et Gérald Darmanin a raison, c'est qu'il y a une part qui est indissociable entre la montée de la délinquance et la montée des violences et le nombre des étrangers. Et donc, il y a un lien direct entre étrangers et immigration. Et est-ce que les maires socialistes sont capables de faire leur révolution pour permettre de résoudre la sécurité à Nantes en faisant cette révolution idéologique, en pointant du doigt ce problème? Parce que si vous n'avez pas en capacité de décrire réellement le problème, vous n'êtes pas en capacité de résoudre les solutions concrètes. De toute façon, le ministre de l'Intérieur a donné les chiffres concrets sur certaines villes. Donc il est évident, avec l'explosion de la délinquance, on peut faire un lien de cause à effet sur ce qui se passe à Paris, à Lyon, à Marseille, et ce qui se passe à Nantes, à Rennes. Ce qui se joue essentiellement, c'est que l'art de vie à la française et le mode de vie à la française est menacé, parce que des Français, originaires ou pas, sont obligés de modifier leur comportement en raison d'une minorité active qu'on a à Nantes, donc les jeunes migrants. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, au centre-ville de Nantes, que j'évoquais tout à l'heure, des personnes sont obligées de modifier leur comportement en soirée, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rentrer en transport ou traverser le fameux rond-point à pied. Maintenant, les gens font des chemins de détour pour pouvoir rentrer chez eux pour éviter d'être suivis. À Paris, c'est pareil. Ça veut dire qu'avant, on pouvait rentrer en soirée à minuit et prendre les derniers transports en commun, c'était possible. Désormais, les femmes racontent de plus en plus qu'elles prennent un VTC ou un taxi pour rentrer chez elles. C'est le même cas à Lyon, à la Guillotière. C'est pareil à Marseille aussi. Et c'est la même chose à Lille. Il y a eu un viol horrible. C'est exactement. Et donc maintenant, les gens font de plus en plus attention. Et c'est pour ça que je dis que l'art de vie à la française est menacé. Le sujet qui se pose sur l'immigration, c'est est-ce que c'est possible de pouvoir accueillir et d'intégrer ces personnes-là dans notre société? Je pense qu'il y a un triple enjeu. Il y a un enjeu qui est économique, c'est-à-dire que les réfugiés qui viennent, je ne parle pas de l'immigration professionnelle, je parle de réfugiés. Souvent, ils viennent en France et à la différence, selon les statistiques de l'OCDE, avec le Royaume-Uni et les États-Unis, ils sont sous-qualifiés parce qu'ils n'ont pas de diplôme et donc du coup, ils sont difficilement insérables dans la mesure où on a un taux de chômage qui est très élevé sur les personnes dites sous-qualifiées, sur les travailleurs manuels, à la différence des CSP+. Il y a un deuxième point, c'est l'immigration qui est culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux réfugiés qu'on a, je prends un exemple, les Afghans, notamment avant la prise de pouvoir des talibans, il y avait une étude qui était sortie qui disait que 85% des Afghans disaient que la charia était supérieure aux lois de la démocratie occidentale et de la démocratie libérale. Est-ce que ces personnes-là sont intégrables culturellement à notre société? Et après, il y a un troisième enjeu, c'est est-ce que notre politique publique est en rapport pour pouvoir intégrer ces gens-là, notamment sur la question d'urbanisme et les fameux territoires perdus de la République, dans la mesure où on est capable de les intégrer. Et après, ces personnes-là se disent quoi? Comme la personne l'a souligné, ces personnes se disent je ne peux pas être intégré socialement et économiquement en France, et donc du coup, je me tourne vers ce qu'on appelle les modèles dits alternatifs, trafic de drogue, crime organisé, etc. Et ces personnes-là sont petit à petit dans la délinquance parce qu'on n'est pas en mesure de les intégrer. Je pense qu'il faut stopper les vagues migratoires et expulser ceux qui n'ont rien à faire là. Est-ce que les Britanniques sont moins bien lotis que les Français, William? De toute façon, la plupart des pays d'Europe sont moins bien lotis que nous parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le général de Gaulle dans les années 50 et 60 avec la politique notamment énergétique sur le nucléaire. Donc en fait, nous, on vit mieux. Ça ne veut pas dire que c'est en raison de nos derniers choix. C'est surtout parce qu'on a eu un type qui était immense dans les années 60. Non, les Britanniques, Liz Truss est arrivé et a remplacé Boris Johnson en voulant devenir Margaret Thatcher.
J'allais dire qu'en tout cas, elle commence bien, parce que quand on regarde les villes qui se sont mobilisées, ce sont les villes du Nord, Liverpool, Manchester. Et là où elle a un principal sujet, c'est qu'en fait, c'était les territoires qui avaient voté pour Boris Johnson. Et elle a un sujet notamment en vue de l'année prochaine, en vue des élections générales, parce que ça veut dire qu'elle va perdre ces bastions-là que Boris Johnson avait pris à la gauche. Le deuxième point que je vois sur la crise énergétique, c'est qu'en fait, tous les pays européens sont en train d'être déclassés sur le plan énergétique, comme ce qu'on avait vécu tout l'Occident dans les années 73 et 79, après ce qu'on appelait les deux chocs pétroliers. Et nous, on a un double sujet. Ça veut dire comment on fait, éventuellement, et c'est triste à dire, pour exploiter la situation, pour faire en sorte que la France puisse devenir le premier pays européen avec une politique énergétique qui soit exportatrice pour alimenter tous les pays d'Europe, et comment on fait pour renforcer notre place, notamment dessus, en disant on va devenir le premier pays européen, et donc on va devenir le premier pays diplomatique et militaire. Il y a un deuxième sujet sur lequel je vois, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est en déclassement, notamment parce que les classes moyennes sont en train de se révolter, ce qui s'était passé avec le Brexit, ce qui s'était passé avec l'élection de Boris Johnson, parce que les classes moyennes ont eu une contrainte de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle la courbe d'éléphant Milosevic, auquel en fait depuis la mondialisation le pouvoir d'achat a été contraint, et ceux-là sont en train de se révolter à chaque contrainte et augmentation de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Et là on a un véritable sujet, c'est-à-dire que tous les dirigeants britanniques, allemands, italiens la semaine dernière, espagnols, portugais, Suède dernièrement sont en train d'y faire face et on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on est proche ou est-ce qu'on s'est éloigné d'un éventuel cessez-le-feu? Le président ukrainien est totalement contre tant que, dit-il, Vladimir Poutine sera à la tête de la Russie, mais aussi d'une menace nucléaire que continue d'agiter le président russe. Alors, est-ce qu'on est pas loin d'un cessez-le-feu? Ça serait peu probable dans la mesure où en fait il n'y a aucune partie prenante qui veut un cessez-le-feu. Vladimir Poutine ne veut pas un cessez-le-feu. L'Union européenne, menée par Ursula von der Leyen, a rejeté l'idée d'un cessez-le-feu. Et les États-Unis, lorsque Zelensky était ouvert à cette idée-là en février-mars, a rejeté cette hypothèse-là. Donc on n'est pas à l'abri d'un cessez-le-feu. Et surtout, en fait, on peut conduire à un cessez-le-feu si par cas, un pays a plus à perdre qu'à gagner en continuant le conflit. Et est-ce que l'Ukraine a plus à gagner ou à perdre? Ils vont considérer qu'ils vont devoir reprendre ces territoires, donc ils considèrent qu'ils ont plus à gagner à poursuivre le conflit qu'à l'arrêter. Et de la même chose pour Vladimir Poutine. Ensuite, après, sur la question de la guerre nucléaire, je pense que le sujet essentiel, c'est un des points qu'avait souligné Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse commune avec Emmanuel Macron en février 2022, avant le conflit. Il avait posé une question qui était très précise. Il avait dit, est-ce que les Allemands, les Britanniques, les Français et les Américains veulent un conflit avec la Grande Russie? Mais ce que lui n'a pas dit, c'est est-ce que les Russes veulent un conflit avec les Britanniques, les Allemands, les Français et les Américains? Et le sujet essentiel pour éviter que ces pays-là aident davantage l'Ukraine pour renverser le rapport de force, soit par un soutien militaire, soit par un soutien de troupes, soit par un moyen d'armes supplémentaires qui les ferait entrer comme co-belligérants, il a un seul outil, c'est l'arme nucléaire. Et tant qu'ils disposent de cette arme-là, en fait, ces pays-là ne pourront pas entrer en co-belligérance et faire plonger le rapport de force en faveur de l'Ukraine. Et donc, pour ça, il est obligé de maintenir cette menace. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'il peut l'utiliser ou pas? Je pense qu'il ne faut pas exclure, c'est pas probable à l'heure actuelle, mais il ne faut pas exclure l'utilisation d'une bombe tactique. Je pense que la zone à étudier, c'est la zone entre Kiev et les territoires désormais annexés par référendum, dans la mesure où ça pourrait couper l'avance ukrainienne pour reprendre ces territoires, parce que le sujet essentiel, c'est qu'on peut condamner ces référendums. Mais concrètement, comment on fait pour reprendre les territoires si ce n'est par la voie militaire?